C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Mali qui accuse une puissance extra-régionale d'être à l'origine d'une tentative de coup d'État. Bamako affirme l'avoir déjoué la semaine dernière et arrêté des officiers maliens à la solde de cette puissance. Décryptage dans un instant avec notre invité Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Le désespoir au Burkina Faso pour les familles des 8 mineurs portés disparus depuis l'inondation du 14 avril. Les mineurs n'ont pas été retrouvés par les secouristes dans la deuxième chambre de refuge qui pouvait les recueillir. Les réactions dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on vous proposera le portrait d'un jeune immigré sénégalais. Le jeune homme qui a grandi en Italie s'est rendu célèbre dans le monde entier grâce au réseau social TikTok. Reportage à suivre. Une tentative de coup d'État a-t-elle été déjouée au Mali? C'est en tout cas ce qu'affirment les militaires au pouvoir. Ils pointent du doigt des officiers maliens aux ordres d'un État occidental sans le nommer. Les faits seraient survenus la semaine dernière. Anaïs Fourtade. Bulletin spécial à la télévision d'État malienne. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. Que s'est-il passé? Quel est l'État occidental incriminé? Pour l'heure, aucune précision n'est apportée par la junte, qui fait état de plusieurs arrestations et du renforcement des contrôles aux frontières. Cette annonce fait suite au retrait retentissant dimanche soir du pays de la force conjointe du G5 Sahel, créée en 2014 avec la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Bamako devait en prendre la présidence en février dernier. Une menace venue de l'extérieur est là encore pointée du doigt. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Le Mali se rapproche de plus en plus de la Russie et s'éloigne chaque jour un peu plus des États occidentaux. Plus tôt ce mois-ci, la junte au pouvoir avait rompu les accords de défense encadrant la présence sur le sol malien de la force française Barkhane et de la force européenne Takuba. Et puis sachez que Paris a exprimé ses regrets après l'annonce du départ du Mali de l'organisation régionale sahélienne G5 Sahel. La France estime que cette décision compromettait les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme et traduisait l'isolement du pouvoir malien. Jérôme Pigné est notre invité ce soir, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour le moment, Bamako accuse un État occidental sans citer un pays nommément, mais on devine tout de même qu'il s'agit de la France. Quelles conséquences ces accusations pourraient avoir sur le terrain ? Alors, les conséquences directes de ces accusations, c'est difficile de répondre à cette question à ce stade. En revanche, on peut plutôt anticiper et analyser les conséquences qui sont d'ordre multiple et dont les impacts seront à géométrie variable sur l'annonce de la suspension. Pour l'instant, il s'agit uniquement de la suspension par rapport au G5 Sahel, parce qu'il y a deux actualités qui se chevauchent, à la fois l'annonce et le communiqué dimanche soir par le porte-parole du gouvernement malien de cette suspension par rapport à l'ensemble du cadre de coopération et des instances du G5 Sahel, et dans la foulée, on informe la communauté internationale par le biais d'un autre communiqué, donc le lendemain, moins de 24 heures après, qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Mali. Et dans la continuité du narratif de la transition politique et de la junte au pouvoir, on accuse à demi-mot finalement des puissances étrangères, et évidemment on pense tout de suite à la France qui aurait d'une part eu un rôle à jouer dans la difficulté pour le Mali à collaborer et à prendre cette présidence du G5 Sahel, et d'autre part elle serait directement ou indirectement la source ou un des facteurs à prendre en compte dans une éventuelle coup d'État
au Mali qui se serait passé dans la nuit du 11 au 12 mai. Donc tout ça est à la fois très nébuleux dans un contexte que l'on connaît qui est particulièrement volatile. Les conséquences, c'est surtout à très court terme que le Mali continue de s'isoler par rapport à ses partenaires régionaux et par rapport à une partie de la communauté internationale, en particulier la France et ses partenaires membres de l'Union européenne. Alors la France estime que le retrait du Mali du G5 Sahel remet en question les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme. Pensez-vous que le G5 Sahel survivra au départ du Mali ? Alors si il s'avérait que le Mali décide véritablement de quitter de manière définitive le G5 Sahel, ce serait de toute façon, pour la symbolique et sur la dimension politique, puisque c'est une séquence politique et diplomatique qui est très forte, ce serait un véritable coup dur pour une institution sous-régionale qui, rappelons-le, n'a pas encore fêté sa première décade, puisqu'il est né en 2014. Et à partir de 2015, on a commencé à opérationnaliser le G5 Sahel, et c'est véritablement à partir de 2017 qu'on met en œuvre la force conjointe du G5 Sahel. À ne pas confondre cette force conjointe et le G5 Sahel dans sa globalité qui prend en compte des approches et des objectifs civilo-militaires. Donc c'est par essence un coup dur pour une organisation sous-régionale que beaucoup considéraient comme timorée, notamment en matière opérationnelle, mais en termes de leadership. Et quoi qu'il arrive, cette séquence, comme je le disais, qui est très forte sur le plan politique et diplomatique, aura de facto des conséquences sur l'isolation d'une part du Mali, même si aujourd'hui le Mali dit qu'il rompt ses relations ou suspend ses relations avec le G5 Sahel, mais qu'elle est prête à continuer en bilatéral. Quid de la réaction des partenaires, je ne parle même pas de la communauté internationale, mais des partenaires régionaux qui travaillent avec le Mali dans d'autres cadres institutionnels, que ce soit l'autorité du Liptako Gourma, avec le Burkina et le Niger, la CEDEAO, la MISAEL, qui est un mandat de l'Union africaine, et plus largement au niveau continental, l'Union africaine. Donc c'est un coup d'arrêt dont les conséquences civilo-militaires et politiques seront encore à apprécier dans les semaines et dans les mois à venir, mais d'une manière générale, ce que l'on peut dire objectivement, c'est que le Mali est dans une sorte de continuité dans son approche qui vise à s'isoler d'un certain nombre de partenaires historiques. Alors, quelles conséquences sécuritaires sur la région ? On dit que le G5 Sahel n'était pas efficace, mais est-ce que sans cette force, ça ne sera pas pire finalement ? Alors encore une fois, la difficulté, c'était la montée en puissance de la force conjointe, la montée en puissance de la coopération régionale, c'est-à-dire cette capacité notamment des États à coopérer, cette capacité des États à partager de l'information, partager du renseignement. Ce qu'il faut dire également, c'est que le G5 Sahel n'intervenait pas directement à travers des puissances étrangères ou régionales sur le territoire malien. Il s'agissait véritablement de la mise en œuvre d'un outil hybride au niveau sous-régional. Donc la souveraineté du Mali ne dépendait pas et ne dépend pas du G5 Sahel. En revanche, comme je le disais, on est dans un contexte politico-diplomatique et stratégique qui est particulièrement volatile, et c'est la confiance, c'est cette capacité aux États à définir des objectifs communs qui va être, non pas anéanti à ce stade, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas fragilisé. Merci beaucoup Jérôme Pigné. Vous êtes, je le rappelle, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel et chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci beaucoup pour votre décryptage. Au Burkina Faso, les chances de retrouver vivants les mineurs bloqués depuis un mois dans la mine de Perkoa s'amenuisent. Aucun mineur n'a été retrouvé dans la chambre de refuge. Les recherches continuent. Depuis l'incident, aucun contact radio n'a pu être établi avec les mineurs coincés dans les galeries. Écoutez. Pas du tout facile, hein? C'est une déception. Mais bon, on va continuer toujours dans la prière. Et espérons vraiment avoir des informations sur nos frères. Là. Comme on le dit, hein, tout ce que Dieu fait est bon. L'essentiel, c'est vraiment de retrouver nos frères. De les retrouver. Nous avons atteint une étape aujourd'hui où tous nos espoirs étaient fondés sur la chambre de refuge. Malheureusement pour nous, comme je l'ai dit tantôt, l'homme propose, nous avons beaucoup prié pour ça. Et au finish, ce n'est pas ce que Dieu a réservé pour nous. Nous devons vider la mine de toute son eau et inspecter et regarder pour permettre à la mine de redémarrer ses travaux. Voilà, propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Bangali Touré.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Tchad, Max Loalngar, porte-parole de la coalition Wakitama, a été interpellé ce mardi. Selon des sources judiciaires, l'avocat est poursuivi pour trouble à l'ordre public dans la même procédure que les autres leaders d'opinion interpellés samedi dernier. La coalition Wakitama avait appelé à marcher contre la politique française au Tchad. Des manifestations avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays. En Libye, le chef du gouvernement soutenu par le maréchal Khalifa Haftar s'est retiré mardi de Tripoli après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place. Ces combats entre groupes armés ont duré plusieurs heures. Ils sont d'une ampleur sans précédent à Tripoli depuis l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Haftar de s'emparer de la capitale par la force. Le soutien de Macky Sall à Idrissa Gueye. Dans un tweet, le président sénégalais a pris parti pour le joueur du PSG, affirmant que ses convictions religieuses doivent être respectées. Idrissa Gueye était absent lors d'un match dédié au combat contre l'homophobie. Il n'aurait pas souhaité manifester son soutien à la communauté LGBT. Et avant de se quitter, je vous emmène à la rencontre de Kaby Lamé, un jeune immigré sénégalais de 22 ans. Il est devenu une célébrité grâce au réseau social TikTok. Le jeune homme a grandi en Italie, d'où il a enregistré de courtes vidéos qu'il poste sur Internet et qui ont fait de lui un des influenceurs les plus suivis au monde. Natalia Mendoza, notre correspondante, est allée à sa rencontre. Il est devenu un phénomène mondial de la toile grâce à une idée simple, tourner en dérision les tutoriels d'astuces qu'on trouve sur Internet. Comme ici, cette personne montre comment couper un citron en morceaux. Kaby Lamé, lui, propose une version bien plus simple. Le tout sans dire un mot. Faire des vidéos muettes, c'est ma façon de me faire comprendre partout dans le monde. Dans mes vidéos, je ne parle pas, mais j'utilise les expressions faciales, les gestes, je bouge mes mains. Et à la fin, les gens comprennent ce que je veux dire. Des sketchs qu'il conclut toujours avec ce geste. Désormais, sa marque de fabrique. Voilà. Je le fais tellement souvent que mes mains en sont usées. Et ça marche. Sur le réseau social TikTok, Kaby Lamé est aujourd'hui le deuxième compte le plus suivi au monde. Certaines de ses vidéos atteignent plus de 200 millions de vues. Hey, ciao Kaby. Hey, possiamo fare una photo? Il est drôle et avec un simple geste, il arrive à divertir les gens. Il est très drôle et c'est quelqu'un de très simple en même temps. J'aime le fait qu'il a commencé à faire ses vidéos tout seul. Il est parti de rien et il est arrivé si loin. Avant de devenir une star de la toile, Kaby Lamé enchaînait les petits boulots dans la périphérie milanaise. C'est là qu'il a grandi avec sa famille, originaire du Sénégal. J'ai un lien très fort avec le Sénégal. J'espère qu'un jour j'y retournerai. J'aimerais y aller pour faire des œuvres de bienfaisance, peut-être aider quelques écoles ou apporter des choses dont ils ont besoin. Désormais, les grandes marques de la mode frappent à sa porte pour des campagnes publicitaires. Et il n'est pas rare de croiser son image dans les rues du shopping à Milan. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.